Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projets. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de 2025. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas les carnets de projets, une petite présentation de ce que c'est. Alors c'est un format d'animation qui est proposé sur la communauté de partage numérique La Place Nouvelle-Aquitaine et qui vise cette communauté à soutenir le développement de nouvelles solutions de repérage de remobilisation et d'accompagnement pour les personnes éloignées de l'emploi, par la valorisation d'initiatives locales inspirantes et aussi par la création et la mise à disposition de ressources pour les pros autour de ces thèmes. Alors, je vous invite, pour celles et ceux qui ne sont pas encore membres, à rejoindre cette communauté Nouvelle-Aquitaine. Je vous mettrai le lien dans le chat d'ici la fin du webinaire. Vous pourrez retrouver du coup les porteurs qui seront présents aujourd'hui et puis avoir un petit peu plus de détails sur les projets qui seront aussi représentés aujourd'hui. Avec ces webinaires carnets de projets qui prennent la forme de discussions croisées entre plusieurs porteurs de projets, je vous propose d'entrer d'une façon originale sous l'angle d'une thématique dans l'univers des projets et de tirer des petites ficelles qui vont vous permettre de mieux vous les représenter. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Depuis octobre 2024, des opérateurs du repérage, de la remobilisation ont été retenus par l'État pour déployer partout en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine des parcours d'accompagnement visant à reconduire vers l'emploi ou vers les dispositifs de droit commun des publics éloignés, souvent aux multiples freins et parfois en perte aussi de contact avec les institutions. Parmi les 29 projets O2R, Nouvelle-Aquitaine, donc O2R pour offre de repérage et de remobilisation, pas moins de 7 projets associent des structures de l'insertion par l'activité économique et notamment des ateliers et chantiers d'insertion. Alors, soit ces SIAE sont chefs de file des projets, soit elles sont membres des consortiums, soit partenaires des projets. Dans tous les cas, ces SIAE jouent un rôle important dans ces projets O2R. Nous allons interroger aujourd'hui ces coopérations qui amènent certaines structures de l'insertion par l'activité économique à intervenir dans le champ du repérage et de la remobilisation auprès des publics qui ne sont pas prêts à entrer dans des dispositifs d'insertion. Quel rôle ont les SIAE dans les parcours O2R? Quelles formes prennent les actions de repérage et de remobilisation en lien avec les SIAE? Quelles articulations entre les actions de remobilisation et les dispositifs d'insertion des SIAE? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui les représentants de 3 projets O2R de Nouvelle-Aquitaine, Quentin Carado, qui est chargé de projet au sein de l'association Convergence France, ainsi que Rémi Tricard, directeur de l'association Convergence France, Hélène Guilloux, qui est chargée de mission relations entreprises au sein du réseau creusois des SIAE, Rebecca Biro, qui est CIP sur le projet O2R porté par le réseau creusois des SIAE, Quentin Dumont, qui est responsable des services de la plateforme Précarité et Solidarité Plurielle au CCAS de Brive, Manon Sambla, qui est référente sociale Trajectoire Emploi au CCAS de Brive. Alors, pour rappel, le webinaire va durer 1 heure. Il est enregistré. Vous pourrez retrouver la vidéo en replay sur la chaîne YouTube Parcours Pro de Capmeti ou sur la place Nouvelle-Aquitaine. Je vous invite, en tant que participant, à interagir via le chat que vous trouverez en bas, une petite icône en bas de l'écran, durant toute la durée du webinaire. Je passerai vos questions au fil du webinaire ou alors en fin de webinaire en fonction de la quantité de questions que vous avez. Très bien, commençons tout de suite par une petite présentation de l'association Convergence France. Alors, Quentin Carado, Rémi Tricard, Convergence France est une association nationale avec du coup des projets locaux dans différents territoires. Vous développez le dispositif des premières heures en chantier. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire
ce que c'est que ce dispositif-là, et puis comment ce dispositif se déploie dans les territoires, parce qu'il y a des coordinations territoriales, il y a des chantiers porteurs. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir un petit peu plus clair? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. PHC, Premières Heures en Chantier, c'est un dispositif qui est déployé nationalement par notre association et qui est porté partout sur les territoires par des chantiers d'insertion. Alors, avant peut-être de parler de la coordination et du déploiement, je vais rapidement présenter ce Mm, qu'est Premières Heures en Chantier, mm, en commençant peut-être par vous dire ce qui a été le constat à l'origine de Premières Heures. C'était de se dire que les contrats d'insertion classiques sont inadaptés pour les personnes en situation de très grandes exclusions, c'est-à-dire essentiellement des personnes qui sont à la rue ou en CHU, et donc des contrats inadaptés tant sur la durée hebdomadaire du travail, qui est souvent de 26 heures par semaine, que sur la durée d'agrément, qui est de 24 mois. Et donc l'objectif de Premières Heures en Chantier, ça a été de permettre une reprise progressive d'activité avec un encadrement renforcé à destination des personnes en situation de grande précarité. Concrètement, une personne qui intègre le dispositif PHC, elle va commencer sur le chantier d'insertion par 4 heures semaine et avec une montée progressive en heures au fil de sa progression dans les semaines d'intégration sur le chantier. Et, euh, et le travail, il est vraiment vu comme un levier de remobilisation pour ces personnes en situation de grande précarité. Et c'est envisagé comme le premier levier du processus de réinsertion sociale, mais toujours en s'adressant aussi aux freins autres que sont le logement, la santé, etc. Le dispositif, il repose sur quatre grands principes. Le premier, c'est un recrutement sans sélection ni prérequis. C'est vraiment de s'adresser à un public principalement sans abri, qui est en situation de rue ou en hébergement d'urgence, et qui généralement ne peut pas intégrer des CIAE du fait de cette situation de grande exclusion. L'autre grand principe, c'est, je l'ai rapidement évoqué, la progressivité et la durée modulable qui se fait au cas par cas et qui s'adapte aux besoins de la personne en permettant une montée progressive en heures. Le troisième principe, ça va être de voir PHC comme un lieu d'accompagnement. On est vraiment sur de la remobilisation par le travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente de productivité pour les personnes qui sont en parcours sur PHC et qu'il y a un suivi social et un accompagnement en interne qui est fait par un éducateur socio-professionnel. Alors, pas de productivité, ça ne veut pas dire que c'est de l'occupationnel. L'objectif, c'est vraiment de se défaire des enjeux de productivité que peuvent avoir les chantiers d'insertion pour pouvoir adapter les activités au public qui est présent sur PHC. Et le dernier principe, c'est une promesse de l'emploi et d'orientation vers le logement. C'est-à-dire que sur PHC, on va mettre en œuvre un parcours professionnel d'insertion progressif qui devrait permettre à minima aux salariés, à l'issue de ce parcours, d'être recrutés en CDDI et d'avoir une stabilisation de la situation hébergement. Le programme PHC, il peut durer un an, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas adresser et résoudre tous les freins que peuvent rencontrer le salarié sur son parcours, mais on est vraiment sur un SAS temporaire et progressif qui permet à la personne par la suite d'avoir une suite de parcours en chantier d'insertion entre guillemets classique, etc. Mais on est vraiment sur voilà, un SAS temporaire en amont du chantier. mm. Euh, Et donc en Nouvelle-Aquitaine, vous déployez un projet oui, tout en à fait. Charente-Maritime. Alors, on déploie des projets à plusieurs endroits en Charente-Maritime, mais le dispositif PHC peut s'intégrer donc sur des projets O2R, comme c'est le cas en Charente-Maritime, à La Rochelle, avec le chantier d'insertion L'Escale. Vous pouvez nous dire un mot sur cette structure, l'Escale? Alors, L'Escale, c'est une grosse structure qui est présente à la fois en Charente-Maritime, mais aussi dans les Deux-Sèvres, qui a des activités d'insertion par l'activité économique, mais pas que, puisqu'ils sont Mm. aussi sur le secteur de l'AHI. Et ce genre de structure, c'est assez intéressant pour le dispositif PHC parce que bah, sur tout l'aspect repérage, il y a un lien qui doit être fait très fort avec les professionnels de l'AHI, puisque c'est ces professionnels-là qui vont aussi être en contact avec le public de PHC. Et donc, quand on a une structure comme l'Escale qui, à la fois, porte des chantiers d'insertion, mais aussi des accueils de jour ou des centres d'hébergement d'urgence, ça permet un lien plus facile avec ce secteur de la HI
et donc de Mm. permettre une orientation de ces publics-là sur le dispositif PHC, mais aussi de poursuivre l'accompagnement social pour ces publics. Parce qu'il y a un élément qui est aussi important sur PHC, c'est que l'accompagnement social va se faire sur le chantier avec l'éducateur socio-professionnel, Mm. mais aussi en parallèle avec l'orienteur qui l'aura positionné sur PHC. Donc on est Mm. vraiment sur un accompagnement qui est concerté avec les professionnels de l'accompagnement social. Mm. Et là, ce projet, vous me disiez qu'il avait commencé, mais vous étiez dans une phase un peu de construction, avec du coup l'escale. Oui, tout à fait. Les premiers salariés n'ont pas encore intégré le chantier d'insertion de l'escale. Là, on est sur la phase de construction du projet, donc à la fois avec le chantier, mais aussi avec les partenaires locaux. Mm. L'objectif étant de permettre au dispositif d'être identifié, Mm. parce que c'est vraiment important que les professionnels de l'AHI identifient bien PHC comme en fait, un outil d'accompagnement pour les publics qu'ils accompagnent. Et donc, il y a toute cette phase-là en amont du projet qui est aussi importante. Et puis aussi de construction de l'activité sur le chantier, puisque comme ça doit être adapté, les chantiers d'insertion doivent souvent proposer une activité un peu dédiée à PHC pour permettre un accueil le plus serein possible pour les salariés sur le chantier. Mm. Merci Quentin. Je vais passer la parole maintenant à Manon et Quentin Dumont par rapport au projet Trajectoire Emploi. Alors, qui, Manon, est une continuité d'un dispositif que vous portiez dans le cadre du contrat d'engagement jeune. Et vous portez ce projet-là en partenariat avec une entreprise, avec le Carré Solidaire, qui est une CAE Oui. à Brive. Euh, Vous pouvez nous dire deux mots sur le projet, puis peut-être là où vous en êtes aussi actuellement? Alors, peut-être pour repréciser, effectivement, alors c'est pas vraiment la continuité Ok. de ce qu'on faisait sur le CEJR, mais on avait un autre projet, effectivement, dont Trajectoire Emploi, on l'a nommé comme ça, a fait la continuité. On avait sur Brive, le CCAS de Brive a lancé une expérimentation il y a quelques années d'un dispositif qui s'appelait le Retour progressif vers l'emploi. C'était une initiative qui avait été travaillée avec Convergence France, notamment, et qui nous a permis de développer des savoir-faire dans l'accompagnement du public AHI, notamment parce que on est basé sur une plateforme, la plateforme Accueil, Hébergement, Insertion. Et ce projet permettait de ramener vers l'emploi des publics en grande difficulté sur le plan social, hein, les publics qui ont présenté Convergence juste avant, vers des dynamiques d'emploi. On a mis fin à cette expérimentation en juin 2024 et on a souhaité y donner une suite. Mm. Est arrivé la MIO2R et effectivement, on a souhaité pouvoir y aller et travailler sur ce trajectoire emploi avec un SIAE. SIAE qui est le Carré Solidaire, l'association avec laquelle on travaillait auparavant sur ce retour progressif vers l'emploi. Eux aussi ont développé des habitudes de travailler avec ces publics-là. C'est des encadrants, c'est une direction qui avait acquis un savoir-faire pour travailler avec ces publics. Mais on y reviendra un peu plus tard. D'accord. Et donc là, vous en êtes à peu près à quel moment du déploiement du projet? Alors, on a fini, enfin, on a fini. On a été lauréat en novembre dernier. On a fait une phase d'ingénierie, de construction du projet, de convention avec le Carré. Euh, et effectivement, là, nous, on a commencé les accompagnements. On a des accompagnements même qui vont commencer à arriver vers la fin des 9 mois d'accompagnement. Des personnes qui sont en phase de remobilisation et qui sont en contrat au Carré Solidaire. On a deux personnes en ce moment au Carré Solidaire. Il faut savoir que le Carré, dans le cadre du RPE, avait la possibilité, on va rejoindre ce que disait Convergence juste avant, avait la possibilité de moduler les horaires des contrats. On n'était pas sur du 24 heures classique, on pouvait avoir quelques heures en chantier d'insertion. On a pu négocier avec l'État et le Carré Solidaire a pu renégocier ces 2,5 ETP avec l'État pour pouvoir moduler les horaires et donc on en bénéficie aujourd'hui dans Trajectoire Emploi. Voilà. Très bien, merci. Je vais passer la parole maintenant à Hélène et Rebecca, si vous le souhaitez également, pour nous présenter un peu le dispositif aux deux R.
et puis les liens avec les structures avec lesquelles vous travaillez, notamment une entreprise adaptée, je crois. Oui, bonjour à tous. Alors nous, le projet comporte, donc nous, le réseau creusois des SIAE, on regroupe les structures d'insertion du territoire creusois, donc elles sont toutes adhérentes à notre réseau, et en plus de ça, on porte 4 chantiers d'insertion. On s'est positionné sur donc la MIE2R en fin d'année dernière, en partant aussi du constat qu'on voyait des candidatures de personnes qui étaient de plus en plus éloignées de l'emploi, y compris pour les chantiers d'insertion. On était confronté ponctuellement voilà, à des personnes qui n'étaient accompagnées nulle part et, et qui ne pouvaient pas non plus rentrer sur les chantiers d'insertion. Donc c'est un petit peu le constat de départ qui a fait qu'on a décidé de répondre à cet appel à projet. Nous, pour la phase de repérage, on s'appuie essentiellement sur des partenaires sociaux, des associations caritatives ou des collectivités. Là, dans les personnes qui nous ont été orientées, on a la moitié des personnes qui sont accompagnées, qui ont été orientées notamment par des centres d'hébergement d'urgence, enfin, ou par des acteurs de l'hébergement d'urgence. Pour l'accompagnement, donc on a recruté une CIP, donc qui est Rebecca, qui s'occupe de l'accompagnement. C'est un accompagnement finalement qui prend une forme essentiellement individuelle et qui repose sur les mêmes principes que l'accompagnement qui va être fait sur les chantiers d'insertion, à la différence qu'elle elle se déplace sur tout le territoire creusois. Le lien aux structures d'insertion, donc elles peuvent à la fois nous accompagner donc, dans la phase de repérage, puisque nous, ça peut arriver, on le voit sur nos chantiers, qui ont des candidatures de personnes qui pourraient d'abord être accompagnées dans le cadre du dispositif O2R, parce que pour elles, les chantiers d'insertion, c'est déjà trop important. Et nous, on y voit aussi un débouché. Donc, soit les chantiers qu'on porte, soit l'ensemble des structures du territoire, puisque finalement, on a du lien avec toutes ces structures, on connaît bien leurs activités, on connaît les professionnels. Donc, on peut assez facilement échanger avec eux sur des profils, des personnes. Voilà, et donc déboucher pour, derrière, maintenir un accompagnement 2 ans supplémentaires, même à la sortie de 2 heures. Mhm. Très bien. Et donc, comment est-ce que du coup, ce lien que vous avez tissé, Hélène, avec les structures de votre réseau dans le cadre de ce projet O2R, est-ce que ces liens existaient avant justement ces projets O2R ou est-ce que du coup les choses se sont construites et se sont peut-être affinées dans le cadre de ce dispositif-là? Ou est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà expérimentées par ailleurs et qui avaient donné certains résultats? Non, nous, on travaille déjà, il y a déjà du lien entre toutes les structures. C'était Mhm. d'ailleurs pour ça que le réseau avait été créé. Mhm. Nous, le conseil d'administration du réseau, c'est les directeurs et directrices des chantiers d'insertion adhérents. Mhm. Donc, ils étaient tous partie prenante dès le début dans le projet O2R. D'accord. Et même question pour Manon et Quentin. Quelle est l'histoire un peu du partenariat avec le Carré Solidaire? Est-ce que c'est des choses qui ont existé parce qu'il y a eu cette opportunité aux 2R, etc. Et même avant, vous parliez d'autres projets avant, donc ça s'est créé à des fins justement de réponse à ces projets. Ou est-ce que c'est des choses, en tout cas c'est un partenariat de longue date qui existait et puis qui s'est peut-être aussi arrangé avec le temps? Non, effectivement, c'était des projets qui nous ont amenés à travailler ensemble. On parlait tout à l'heure de retour progressif vers l'emploi. C'est ce projet qui nous a permis de commencer à travailler avec le Carré. Le Carré, c'est la plus grosse association d'insertion qu'on a sur le bassin de Brive Mhm. et qui a en plus la possibilité de nous proposer une diversité de chantiers. On ne va pas se baser que sur... en général, les autres associations chez nous proposent qu'une seule activité. Là, le Carré Solidaire peut nous proposer des activités aussi bien en espace vert que dans de la vente sur leur petit magasin, sur du bâtiment, sur de l'entretien des locaux. Donc, c'est vrai que cette diversité nous a attirés et nous permet de proposer à nos publics aussi peut-être des choses qui peuvent correspondre à leurs appétences. Là où ça s'est amélioré, c'est que ce n'était pas le cas avant quand on était sur le retour progressif à l'emploi, c'était uniquement sur de l'espace urbain, espace naturel. Et là, du coup, avec le projet 2 heures, on a pu ouvrir tous les champs d'activité du coup du carré solidaire. Mhm. Et du coup, ça vise plus de public. Mhm. Très bien. Et du coup, vous disiez également, Manon, que la façon, le rôle du carré solidaire, c'était aussi, enfin en tout cas, c'était,
comment on dit, transformé avec avec le temps. Et puis le dispositif, le moment où vous intégrez du coup des personnes en chantier, vous êtes maintenant, vous avez tiré des apprentissages en fait de l'expérimentation précédente qui vous ont permis d'adapter cette expérimentation présente aux besoins spécifiques des publics. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, ben, notamment par rapport aux différents champs d'activité. Qu'est-ce que je peux ajouter dans l'accompagnement aussi des publics qu'on peut faire avec les encadrants techniques. Au départ, le retour collectif à l'emploi était sur des groupes, c'était sur du collectif. Aujourd'hui, c'est vraiment sur des parcours individuels, donc Mhm. ce qui a changé. Euh, et dans l'accompagnement sur place que l'on peut proposer. Avant, il y a ma collègue qui intervient sur l'accompagnement socio-professionnel intervenait vraiment auprès des publics, les véhiculés notamment, était tout le temps présente. C'est des choses qu'on a revues et où avant de positionner du coup les personnes sur les chantiers d'insertion, on a déjà levé les premiers freins. L'idée, c'est que la personne a pu déjà se rendre au travail seule. Voilà, toutes ces choses-là qui sont faites en amont où on Mhm. positionne les personnes sur le chantier, alors que avant on faisait plutôt les choses en même temps. Mhm. Quand on était sur le retour précipité, c'est des choses qui ont été du coup modulées. D'accord. Donc là, le carré solidaire intervient au moment où les freins sont déjà plus ou En tout moins cas, levés. une grande partie des Français ont levé, tout à fait. Mm. D'accord. Et est-ce que c'est pour Hélène, par exemple, à quel moment du parcours aux 2R les CAE interviennent? Est-ce que c'est un peu à la fin ou est-ce que du coup c'est un petit peu... enfin, vous jaugez un petit peu du moment où les Du coup, sollicitations... je vais plutôt laisser Rebecca répondre, puisque Ouais. c'est elle qui va estimer au regard de la situation de la personne. Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, du coup, par rapport aux relations avec les SIAE. euh, Quand on accompagne une personne sur le projet O2R, le projet professionnel peut être finalement le projet le plus urgent. Donc, on a un cas d'une personne qui finalement allait se retrouver sans logement s'il ne trouvait pas d'emploi. Donc, on a décidé voilà, de vraiment pousser sur le projet professionnel et de trouver un emploi en chantier d'insertion pour ensuite qu'il y ait une continuité dans l'accompagnement avec l'accompagnatrice du chantier d'insertion qui pourra à ce moment-là travailler sur les freins sociaux. Du coup, voilà, c'est vrai que pour nous, oui, c'est le projet professionnel qui est l'axe principal de travail. Et effectivement, il y a pas mal de publics dans le projet O2R qui vont pas aller vers un emploi standard et qui vont peut-être être un public qu'on va pouvoir orienter vers un chantier d'insertion. Voilà. Ouais. Et je crois que vous proposez également des immersions au sein des structures de l'insertion par l'activité économique au moyen des PMSMP. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors pour l'instant, j'en avais prescrit une qui n'a pas été réalisée malheureusement à cause d'un arrêt maladie, mais effectivement, ça peut être une façon de faire découvrir aux salariés le chantier d'insertion, de lui montrer enfin, voilà, qu'il est capable de travailler au sein d'un chantier et de l'autre côté, de faire découvrir aussi à l'entreprise ou à l'association en fait, ce salarié. Très bien. C'est vrai que même ça permet de faire une transition et la connaissance qu'on peut avoir des structures adhérentes, ça permet, ne serait-ce que pendant la période d'essai aussi sur le contrat d'insertion, de maintenir le lien et de voir comment ça se passe et finalement d'évaluer aussi est-ce que la personne était prête à entrer sur le Mhm. chantier d'insertion ou est-ce qu'on la maintient dans le dispositif aux 2 heures. Voilà, il n'y a pas de rupture franche, il y a quand même une transition entre les deux. Là, il y a une Mhm. personne qui est sur un chantier d'insertion. Rebecca est encore en contact avec elle pour voir comment ça se passe. Ok, donc il y a ces échanges-là qui se font au moment aussi de l'orientation des publics vers les CAE pour estimer en fait la faisabilité de ce projet-là, quoi. Est-ce que, Quentin, est-ce que vous pourriez nous dire, vous, alors Quentin Carado pour Convergence, quel est le rôle alors là, il y a un rôle, le rôle réciproque, c'est-à-dire que quel rôle ont les CAE sur ce parcours-là de repérage et de remobilisation des publics, et quel rôle vous, Convergence France, vous entretenez avec elles, c'est-à-dire quel type d'appui est-ce que vous apportez finalement aux structures avec lesquelles vous intervenez? Comment ça se combine tout ça?
Alors, le rôle des chantiers d'insertion, il est central puisqu'il est au cœur de PHC. C'est au sein des chantiers d'insertion que va se mettre en place la remobilisation des personnes accompagnées sur le dispositif. Et, euh, et le lien avec les autres SIAE, il est aussi très important parce que, euh, en fait, ça parlait de PMSMP juste avant et c'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup sur PHC, c'est-à-dire, étant donné que le parcours dure un an, quand on arrive sur la fin de parcours, c'est vraiment intéressant pour les salariés de proposer des PMSMP dans d'autres chantiers d'insertion pour permettre éventuellement de découvrir d'autres activités et de faciliter cette suite de parcours. Mm. Et alors sur l'accompagnement, peut-être je laisse Rémi compléter, mais c'est vraiment important pour le chantier qui porte PHC d'avoir un lien avec les autres chantiers d'insertion et autres structures de l'insertion de manière plus générale. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, Après, sur l'accompagnement apporté par Convergence France plus spécifiquement, Mhm. donc nous, on est une association nationale, hein, on a été fondé en 2019 pour accompagner le déploiement du programme Premières heures en chantier et d'un autre programme qui s'appelle CVG, mais qui ne me concerne pas aujourd'hui, mais donc pour accompagner le déploiement de Premières heures en chantier. Et donc, quand on a commencé en 2019, il y avait juste des projets à Paris. Et aujourd'hui, il y a plus de 75 projets qui sont actifs à travers toute la France. Donc, le modèle qu'on a décrit, que Quentin a présenté, est présent avec des adaptations locales une déclinaison différente dans 75 autres territoires. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est présent actuellement à Angoulême, à Limoges, à Bordeaux. Bordeaux. Et donc, on espère continuer à proposer plus de projets, en particulier donc à La Rochelle, où ça démarre là tout juste. Et puis, pourquoi pas à Niort, où on est bien avancé. Et puis, on espère aussi dans le sud de la région. Donc, effectivement, nous, on arrive avec un appui un peu méthodologique, hein. Les équipes du Carré Solidaire, avec lesquelles on a beaucoup travaillé pendant la phase où ils mettaient en œuvre le retour progressif à l'emploi, ont par exemple été intégrés dans cet accompagnement-là. Donc, c'est un accompagnement qui vient être commencé au moment de l'émergence des projets, pour la construction du projet, pour l'identification des financements aussi nécessaires. Donc, la NIO2R est une solution de financement, mais qui n'est pas la seule. Et donc, on peut aussi échanger sur des projets avant même d'avoir identifié les solutions de financement, parce que souvent, le département, l'État peuvent être aussi contributeurs. Et donc, nous, on va faire cet accompagnement de montage de projet et surtout, un accompagnement méthodologique, non pas dans une posture de formation descendante, hein, mais plutôt dans une posture de formation questionnante, d'accompagnement questionnant. Par exemple, c'est un hasard, mais aujourd'hui et demain, nous réunissons tous les éducateurs socioprofessionnels qui interviennent sur Premières heures en chantier à travers tous les projets de France pour 2 jours d'échange entre pairs sur les thématiques en particulier de gestion des addictions. Euh, et donc voilà, enfin, le type d'intervention que nous, on peut avoir pour accompagner. Et par ailleurs, on peut aussi être cofinanceur des actions puisque nous sommes soutenus par le ministère des Solidarités et le ministère du Travail pour ce déploiement national. Et comment vous identifiez les structures porteuses? Est-ce qu'il suffit de se signaler auprès de vous et de dire, et puis c'est de là que partent, c'est de ces sollicitations que partent finalement la construction de projets de parcours, etc. Comment ça fonctionne, ça? Ouais, alors nous, on va identifier, enfin, on va créer, lancer des projets à l'échelle d'un territoire avec plusieurs options en fait. Il n'y a pas de règle unique sur l'identification. Soit on a un acteur local qui nous contacte et ça peut être effectivement un chantier d'insertion qui a entendu parler du projet, soit parfois une association plutôt de la veille sociale qui se dit tiens, j'ai des publics pour lesquels ça pourrait être utile et j'aimerais bien réfléchir à comment proposer du travail. Et donc, ça peut être une autre clé d'entrée au niveau des acteurs opérationnels. Parfois, ce sont les institutionnels qui nous contactent parce qu'on est quand même identifié en particulier au niveau des dettes qui ont des informations sur nos actions. Et puis,
en parallèle de ça, nous, on a aussi une démarche où on essaye de travailler progressivement à une couverture la plus exhaustive possible du territoire. Et donc, on fait aussi maintenant un mapping un petit peu du territoire national pour se dire ce serait bien que dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, on arrive à être présent aussi dans les Landes, aussi dans voilà, dans les différents départements où on n'est pas encore présent. Donc là, c'est nous qui avons une démarche plus proactive, en sachant que entre un premier contact avec un acteur sur un territoire et le démarrage opérationnel d'un projet, la durée est quand même très variable, donc, parce qu'il faut trouver, il y a différents aspects à gérer et en financement. Et donc, parfois, ça va durer. Il y a des acteurs avec lesquels on est en contact depuis 18 ou 24 mois et on n'a toujours pas concrétisé parce que ça prend du temps. Mhm. On est ouvert à toute prise de contact. Je pense que nos mails vont être diffusés. Et si ce n'est pas le cas, c'est contact@cdgce.org. Super, merci. Donc, ce que je comprends des chantiers de remobilisation que vous proposez, c'est aussi, il y a l'éducateur socio-professionnel a un rôle pivot un peu hein, entre les prescripteurs, les encadrants techniques au sein du chantier. Donc, c'est lui qui met en musique un petit peu tout ça, tout le parcours. Est-ce que du coup, à Brive, puisque du coup vous êtes aussi, vous proposez des chantiers de remobilisation également. J'ai cru comprendre également que vous aviez, c'est-à-dire qu'il y avait un intervenant, une personne de l'équipe qui intervenait aussi directement au carré solidaire et qui aussi avait ce rôle un petit peu d'interface. Est-ce que ça se décline un peu pareil? Oui, tout à fait. Donc, ma collègue qui est plus sur l'accompagnement socio-professionnel en fait, va intervenir en soutien aux encadrants techniques. Donc, ça peut être au préalable sur de la visite des différents chantiers, du coup, pour pouvoir voilà, que la personne puisse se positionner sur l'activité qu'elle préfère, qui est plus adaptée. Ça en amont. Et ensuite, le premier jour de l'embauche, elle peut également être présente en soutien, si besoin, pour expliquer des consignes, pour voilà, accompagner la personne, la rassurer et prendre le temps nécessaire. Donc, ça peut être 1 heure ou ça peut être une demi-journée si besoin. Et ensuite, elle a tout le lien avec les encadrants techniques où elle est disponible si jamais il y a le moindre souci avec une personne où elle peut du coup se rendre disponible et intervenir directement sur le chantier. Mhm. À la différence de Convergence, Manon Quentin, j'ai l'impression que le modèle de remobilisation que vous proposez est un peu différent quand même, puisque du coup, vous, les personnes sont directement intégrées en chantier d'insertion. Enfin, Oui, avec d'autres exactement. personnes qui ne sont pas, eux, sur des phases de remobilisation, qui sont en chantier. C'est bien À ça? la différence du dernier projet qu'on avait travaillé avec Convergence France, on était sur effectivement une prise en charge d'un groupe et Colline Louis, qui est l'intervenante qui était sur ce projet et qui est aujourd'hui avec nous sur Trajectoire Emploi, intervenait toute la journée, réalisait le chantier avec un encadrant technique du carré solidaire. Voilà, aujourd'hui sur Trajectoire Emploi, on a changé un peu les choses. On est dans des prises en charge vraiment individuelles. L'idée, c'est d'essayer aussi. Alors, on a des phases en amont, on en parlait tout à l'heure, on a des phases en amont pour vérifier effectivement et pour essayer de lever un maximum les freins. On fait des propositions d'immersion dans des associations où ils vont pouvoir faire un peu de bénévolat. On va travailler sur les aspects, tout ce qui est un peu compliqué, lever les freins, c'est travailler sur l'habito, la santé mentale. Enfin, on rentre vraiment dans le cœur des situations et après, on fait un point avec le carré solidaire et une fois que tout le monde est d'accord, ils vont être effectivement en immersion directement avec les autres salariés des chantiers. Et Colline sera en capacité d'accompagner. Elle va construire ça avec les encadrants, c'est-à-dire qu'elle va voir s'il y a besoin qu'elle reste 1 heure, permettent effectivement que des personnes qui souvent ont cette difficulté dans la confiance en soi, dans aller vers l'autre, dans l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, ben, elle va essayer de lever ses freins, rester un peu avec elle, rassurer, l'aider à créer des liens et puis se retirer et faire des points régulièrement effectivement avec les encadrants des chantiers. Elle reste en lien, ça c'est très important parce que ce que nous faisait remonter les chantiers d'insertion, mais là tous, hein, le carré comme les autres, c'est on a des orientations via les plateformes via la plateforme de l'inclusion et puis il n'y a plus personne derrière. Et donc, on a souhaité pouvoir proposer de rester sur des publics spécifiques. Il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer les associations. Donc, on a souhaité pouvoir rester en base arrière et intervenir en cas de besoin. Hmm.
Et comment on rassure aussi les publics qui sont sur ces phases de remobilisation en chantier? Parce que du coup, ils sont sur des activités a priori de production. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des attentes qui pèsent sur elles un peu importe? Enfin, est-ce qu'on dédramatise un peu les... comment on gère ça aussi? Alors, ça a été parlé avec le directeur du Carré Solidaire, hein, qui effectivement, lui, a des attentes en termes de productivité. Cette productivité, il il la prend en compte dans la façon dont il constitue ses équipes. Ça ne veut pas dire que nos publics ne sont pas productifs. Mhm. Ils le sont. Ils le sont. Il peut y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué. Effectivement, on le sait, mais c'est pris en charge par la CI qui, elle, sait qu'elle accueille aussi ces publics-là et a la volonté d'avoir ce projet-là. On n'est pas comme dans effectivement ce que présentait Convergence France, où il y a moins d'attentes en termes de productivité. Là, forcément, on se retrouve confronté à cette problématique. On la travaille, on la discute, on va pas mettre tous nos publics sur un même chantier, on va peut-être proposer que ça arrive un peu plus tard, quand quelqu'un a déjà dépassé certaines difficultés, s'il doit y avoir deux personnes sur la même activité. Voilà, on va trouver des biais avec la direction, ça, c'est l'aspect coordination du projet O2R. Mhm. Et donc là, la question suivante, elle vaut pour vous quatre, Manon, Quentin et Rémi. Est-ce que du coup, la phase de remobilisation en chantier, elle est conçue comme la, la première étape vers l'intégration ensuite d'un chantier d'insertion? Est-ce que c'est la sortie qui est visée ou pas spécialement comme vous voyez. Quentin, Manon, Oui, tiens. oui, Ouais. oui. Enfin, en effet, ça peut, en fait, donc nous, au niveau des volumes horaires, quand ils sont sur la phase de remission, ça peut être 8 ou 16 heures. L'idée, après, c'est de pouvoir les orienter, en effet, vers 24 heures et vers un CDDI classique. Donc, Mm, et c'est une des possibilités. Après, ça dépend du projet de la personne. Si la personne, elle souhaite accéder à une formation, à un emploi ordinaire dans notre domaine, on l'accompagne aussi vers ça. Mais c'est une des possibilités. mm. Et Quentin. également, oui, Oui. également pour PHC, une fois que la personne est montée en charge et qu'elle arrive à 20 heures semaine, l'objectif, ça serait de permettre à cette personne d'accéder à un CDDI classique. Mais comme l'a dit aussi Manon, si il y a des enjeux de santé qui permettent pas cette sortie-là, l'objectif sera pourrait être éventuellement une sortie soins. Enfin voilà, mais l'objectif, c'est que cette remobilisation puisse permettre aux personnes d'intégrer un chantier d'insertion par la suite. Et Mm, peut-être j'ajoute par rapport à ça que dans la conception du projet, par exemple sur La Rochelle, en fait, on avait un vrai enjeu de s'assurer que le bassin de vie et d'emploi dans lequel on s'inscrit permette de tenir cette promesse-là. Donc en fait, nous, dans la démarche de déploiement national qu'on fait, on va avoir une taille minimale de territoire sur lesquels on peut installer un programme PHC parce que sinon, on pense qu'on ne pourra pas tenir cette idée-là de dire on va proposer des suites de parcours aux salariés qui sont engagés dans cette remobilisation, aux personnes qui commencent par premières heures en chantier et qui après pourraient souhaiter continuer. Et si les chantiers d'insertion du territoire ne sont pas en capacité d'absorber, entre guillemets, toutes les personnes, ça peut pas être satisfaisant de remobiliser quelqu'un et après de ne pas être en capacité de lui proposer autre chose. Je veux quand même dire aussi que l'objectif numéro un de premières heures en chantier, avant l'emploi, avant la suite de parcours en chantier d'insertion, c'est la mise à l'abri. Quand on a des personnes sur la plupart des territoires, enfin voilà, le public auquel on s'adresse, c'est avant tout les personnes sans abri, celles qui dorment encore dehors, même si voilà, dans certains territoires, on peut en avoir moins, qu'il y a déjà des prises en charge et des mises à l'abri qui existent, et que des personnes qui arrivent dans premières heures en chantier peuvent être déjà hébergées de voilà, en CHU par exemple. On a quand même plus de la moitié des personnes qui ont passé plus de 2 ans dans la rue quand elles arrivent dans premières heures en chantier. Et donc, pour ces personnes-là, en même temps qu'on va travailler l'emploi, on va aussi évidemment, et avant, travailler la mise à l'abri, parce que la projection dans 26 heures par semaine en ACI, quand on vit encore dehors, mm, c'est pas juste, enfin, c'est juste pas possible. Et donc, effectivement, cet objectif, il est central. Après, la suite de parcours, elle se faire en emploi, elle peut se faire en santé. Et juste, en fait, je termine sur le fait que au niveau des dialogues de gestion avec les dettes qui suivent les chantiers d'insertion,
c'est des sujets qui sont vraiment travaillés et pris en compte pour qu'on ne soit pas, et pour que les chantiers d'insertion ne soient pas évalués, entre guillemets, comme n'importe quelle autre activité d'un chantier d'insertion. Et il y a donc des outils qui ont été développés au niveau national et qui sont déclinés dans les différents territoires pour suivre ces projets spécifiquement. Mm. Merci Rémi pour ces précisions. Je vous propose juste qu'on fasse un petit tour par le chat. On a Cyril qui pose deux questions et Hélène particulièrement pour vous. Quelles activités professionnelles sont confiées aux personnes orientées par O2R? Quelle articulation avec celle de l'IAE? Et comment est définie la durée horaire? Alors, nous, les personnes qui partent, nous le rapport à l'IAE, il va être dans le rapport de la sortie. C'est-à-dire que les personnes quittent le dispositif au 2R. Donc, on ne fait pas d'aménagement spécifique. Les personnes qui vont intégrer le chantier d'insertion, elles vont faire l'activité la même que celle qui est sur les chantiers. En fait, elles intégreront que quand elles sont prêtes qu'elles sont en capacité de tenir le contrat et les missions qui sont proposées sur le chantier d'insertion. Et là, ça dépend plus de nous. Mm. Sauf, comme je disais, sur la phase de transition, où si la personne finalement réalise qu'elle n'était pas encore prête ou que ça ne lui convient pas, là, on peut reprendre le relais. Mais Mm. on n'a pas la main sur ce qui se passe sur la structure d'insertion. C'est-à-dire On que n'a pas vous, de... les CIAE interviennent plutôt sur la phase en amont, c'est-à-dire au repérage, c'est-à-dire dans l'orientation de certaines personnes qui ne peuvent pas intégrer les chantiers d'insertion. C'est ça. Et Et sur la au sortie. final, quand il y a une possibilité d'orientation sur les CIAE, c'est-à-dire que là, vous pouvez mettre en place des immersions, voilà, on en a parlé tout à l'heure, pour permettre de confirmer ce projet-là, d'infirmer ce projet-là. Tout à Euh, fait. voilà, donc c'était intéressant de voir effectivement que vous interveniez tous aujourd'hui sur des niveaux différents en fait, du parcours de la personne, donc la complémentarité qu'il pouvait y avoir. Il y a une autre question, est-ce que l'expérimentation PHC rurale existe toujours? Là, je suppose que ça s'adresse Ouais. peut-être plutôt à Convergence. Oui, ça Ouais. s'adresse à nous. Je vais peut-être commenter effectivement en rebond avec mon intervention précédente. En fait, je disais tout à l'heure que avant d'installer un projet PHC sur un territoire, on allait questionner la taille du bassin de Mhm. vie, du bassin d'emploi dans lequel on le propose, parce que effectivement, l'organisation standard du programme, enfin d'un projet PHC nécessite d'avoir suffisamment de personnes à accompagner et suffisamment de possibilités de suite de parcours. Et donc, voilà, et juste pour le dire rapidement, mais c'est lié au fait qu'on recrute un professionnel dédié à ça et que donc, du coup, il ne va pas accompagner juste 2 ou 3 personnes dans l'année pour qu'il y ait un modèle qui soit quand même efficace. On va être sur une quinzaine de personnes par an et donc, sur certains territoires, on peut avoir des besoins, d'avoir des personnes qui sont en grande marginalité, en précarité résidentielle forte et pour autant être dans des zones rurales, que ce soit de la ruralité périurbaine dans certains cas, hein, mais aussi parfois des zones très rurales. Et donc, en fait, ce constat-là de se dire que notre modèle standard de premières heures en chantier mettait un peu à l'écart les zones rurales parce qu'on n'était pas en capacité de déployer le programme tel qu'il existe aujourd'hui, nous a conduit il y a déjà plus d'un an à proposer en fait une expérimentation qui cherche à adapter l'organisation opérationnelle de l'action pour permettre d'accompagner un effectif moins important au cours de l'année. Donc on va voir comment, enfin l'objectif de Promoteurs en chantier rural, c'est de se dire si sur un territoire, le besoin et le potentiel du territoire, c'est d'accompagner plutôt 3, 4 personnes, 5 personnes dans l'année, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir une personne dédiée, embauchée spécifiquement pour ça, et continuer à avoir quand même du temps de co-travail, continuer à avoir quand même un accompagnement spécifique, une présence éducative forte, etc. Et donc, pour explorer en fait les différentes modalités d'organisation possibles, on a effectivement lancé il y a donc à peu près un an une expérimentation qui donc est mise en œuvre aujourd'hui dans 5 chantiers d'insertion à travers la France. Il y en a effectivement quelques-uns qui sont en Nouvelle-Aquitaine et donc effectivement elle est toujours en cours. Elle se termine là, en fait. On est en train de, pour être tout à fait précis,
le comité scientifique qui suit cette expérimentation et qui la pilote s'est réuni en début de semaine avec le cabinet d'évaluation. Et on a eu les premières conclusions. Donc, dans les 2, 3 mois qui viennent, on va continuer à y travailler. Je pense qu'à la rentrée, on va essayer d'en tirer les premiers enseignements. Ce qu'on peut en dire, c'est que les premières conclusions, quand même, sont très positives. Elles démontrent que on peut trouver des solutions d'organisation pour mettre en œuvre des moyens de remobilisation par le travail pour les personnes qui ne peuvent pas travailler 26 heures par semaine, qui sont en précarité résidentielle, en grande marginalité dans des territoires ruraux, sous réserve effectivement d'être suffisamment flexible. Donc en fait, la suite pour nous, c'est de finir cette phase d'expérimentation et de travailler sur. J'espère qu'on arrivera en fait à proposer un modèle de déploiement qui permette d'ouvrir la possibilité à de nouveaux projets d'émerger, qu'on puisse les accompagner en sachant que, évidemment, c'est encore un petit peu hypothétique, que tout ça aussi nécessite de pouvoir identifier des financements. euh, et donc, effectivement, c'est encore en cours, c'est pas terminé. Et si vous voulez, je prends à la volée la question qui vient de passer. J'allais vous la proposer à tous. Rémi, si vous pouvez ouais, y répondre, et puis Ouais, on verra comment les autres intervenants se ouais. positionnent Ouais, là-dessus. juste effectivement, typiquement, si on prend l'exemple de l'Escale à La Rochelle, en fait, Mhm. c'est un chantier d'insertion qui est multi-activité, qui intervient sur la blanchisserie, du bois, ils ont un peu de ressourcerie, des espaces verts, etc. Donc l'idée, en fait, c'est toujours d'accompagner les chantiers d'insertion à identifier, en fait, des activités qui s'appuient sur les supports existants, mais qui sont un petit peu périphériques, c'est-à-dire de ne pas les mettre au cœur de l'activité pour pas générer de pression de productivité sur les personnes, hein. Donc évidemment, je reprends ce que disait Quentin de Brief tout à l'heure. Évidemment que les personnes elles travaillent et qu'elles sont productives. L'idée, c'est toujours de s'assurer que cette productivité ne devienne pas une pression, ni pour la personne, ni pour l'éducateur qui pilote l'activité, parce que sinon, ça conduit à la sélection des salariés. Et donc, en fait, en termes de support d'activité, nous, au niveau des 75 projets, on a beaucoup de ressourceries, de l'espace vert, euh, du maraîchage aussi, beaucoup. Après, on a plein d'autres activités et on retrouve beaucoup de supports avec, en gros, on va dire plutôt ceux que nous, on pense pas réalistes, ou en tout cas qu'on va pas soutenir, c'est les activités où il y a du contact avec le public. Donc, toutes les activités de médiation, par exemple, on va pas privilégier ça. Toutes les activités qui ont un caractère dangereux, en particulier l'utilisation de machines qui peuvent être dangereuses. C'est surtout ces deux éléments-là qui vont être. Et puis après, il y a évidemment toutes les activités un petit peu pointues qu'on peut avoir quand il y a des chantiers d'insertion qui font du numérique ou des choses comme ça, qui nécessitent un niveau de formation préalable qui est important. L'idée, c'est que ce soit quand même une activité qui puisse être faisable au bout de 2 heures d'explication, quoi. On puisse Mhm. avoir des personnes qui, le premier jour, travaillent, en fait. Mhm. Et du coup, quelle place elles ont les collectivités locales dans l'ingénierie, la conception un petit peu de ces activités, enfin, de ces chantiers supports-là? En fait, on s'appuie sur les chantiers qui sont déjà existants hein, à chaque fois. Mhm. Donc, en fait, les collectivités locales, dans l'ingénierie de l'activité, elles ont un rôle assez limité. Les collectivités, on va surtout les retrouver dans le lien avec l'écosystème général pour s'assurer qu'on ait une vraie prise en charge, que ce soit bien présenté dans les différentes instances, que ce soit pris en compte dans les PDI, que ce soit présenté dans les CDIAE, etc. Et puis que ce soit financé. Mais dans l'ingénierie opérationnelle, la collectivité, elle reste souvent quand même plutôt dans un rôle secondaire. Mhm. Merci. Manon, Quentin, sur la même question, est-ce que vous pourriez préciser le type d'activité de remobilisation que vous proposez? Et puis ensuite, Hélène, même si vous n'êtes pas sur des chantiers à proprement parler, vous avez aussi des activités de remobilisation, peut-être pas forcément en lien avec les CIAE, mais quand même, peut-être vous pouvez nous en dire deux mots.
Oui, en plus donc, des interventions, enfin, du coup, dans remobilisation, pardon, du chantier d'insertion, on propose également d'autres activités. Alors, en amont, en fait, on va déterminer avec la personne ses différents besoins, difficultés, et suite à donc, ce projet d'accompagnement qu'on va faire avec la personne, va découler des objectifs où on va pouvoir du coup lui proposer des activités de remobilisation. Donc, on a déployé différents ateliers, mais qui sont vraiment selon les besoins, quoi. C'est vraiment individuel. Donc, il peut y avoir des ateliers de socio-esthétique. On a aussi pu faire déployer une activité autour de l'équithérapie. Euh, avec un magasin, possibilité du coup d'avoir une tenue, de vêtements complète, ça peut être pour un premier jour de travail ou pour un entretien d'embauche. Euh, le bénévolat, du coup, qu'on met quasi en systématique, du coup, pour les personnes, pour pouvoir évaluer et voir avec elles quelles sont ces difficultés avant de pouvoir passer, du coup, en chantier. Euh, voilà, différentes activités, mais qui peuvent être amenées à bouger vraiment selon la personne. Ça, on va pouvoir déployer des cours de français pour une personne là, qui a des difficultés en lecture et en écriture. Voilà, vraiment, on répond à un besoin et on essaye de voir qu'est-ce qui peut être le plus adapté pour pouvoir le mettre en place. On a également des ateliers sur la mobilité, Aussi, oui. avec notamment les vélos, le vélo d'école. Voilà, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux personnes. Tout ça, c'est en amont de la phase d'entrée au carré solidaire. L'idée, c'est de travailler avant et de lever les freins et d'avoir des personnes qui se sentent plus à l'aise pour aller vers les autres, pour aller dans les structures. On est vraiment, bon, voilà. Oui. Alors, Hélène, je vous laisse rebondir. Merci. Oui, nous, on est globalement sur le même principe, hein, c'est-à-dire que l'accompagnement est essentiellement individualisé. Après, s'il y a des besoins d'ateliers, etc., on va plutôt s'appuyer, par contre, nous, sur le réseau des partenaires, sur l'offre déjà existante sur le territoire. Il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent des ateliers, et c'est vrai que nous, le territoire d'action de l'Eau-de-Zère, c'est tout le département. Donc, on a des personnes qui sont sur tout le département. Donc, même logistiquement parlant, on ne pourrait pas mettre en place des ateliers avec les participants de l'Eau-de-Zère parce qu'ils ont des problèmes de mobilité, le territoire est éloigné. Donc, on ne peut pas tous les mettre sur la même chose. Par contre, voilà, on peut s'appuyer sur des acteurs qui sont disséminés sur tout le territoire et qui répondent à différentes problématiques. Merci, Hélène. Alors, on a une question sur l'articulation entre justement ces projets O2R et puis les ACI. Peut-être Convergence va répondre et puis ensuite je laisserai peut-être Manon et Quentin sur Brive se positionner là-dessus. Lorsqu'un public est orienté à un chantier d'insertion, est-ce que cela signe bien sa sortie? Quentin, Rémi, je vous laisse. Alors, dans le cas de PHC, non, puisque PHC est intégré au chantier d'insertion et fait partie du projet O2R. Donc, en fait, ça signe plutôt, dans notre cas, le début de son parcours sur O2R, avec toute cette phase avant de repérage en partenariat avec les acteurs de la HI, mais c'est l'entrée dans le chantier et donc dans le dispositif PHC euh, signe le début de son parcours sur O2R, qui va se poursuivre et qui, au bout potentiellement de 12 mois, mais un parcours moyen, c'est plutôt 7-8 mois sur PHC, passera sur un CDDI classique, puisque sur l'entrée sur PHC, on est sur un CDDI PHC, avec une dérogation au temps de travail qui permet cette adaptation d'entre 4 et 20 heures. Et donc l'entrée sur le chantier d'insertion, dans le cadre du dispositif PHC, c'est le début du parcours dans le cadre d'O2R. Mhm. Merci. Et même question pour Manon, Quentin, Brive. Euh, Par rapport à cette articulation-là et le passage en chantier d'insertion. Il est. Ah, vas-y, maintenant. Oui, en fait, non, enfin, nous, dans notre cas, ça ne marque pas la fin. C'est une des étapes, en fait, dans le parcours. Nous, au niveau donc, des parcours, ils durent 9 mois maximum. Euh, donc, on positionne les personnes donc, sur le chantier d'insertion quand on estime qu'elles sont en capacité de pouvoir rentrer dans cette phase-là sans les mettre en difficulté. On vient en soutien, du coup, au chantier d'insertion, aux encadrants techniques. Euh, Et du coup, notre intervention va s'arrêter au bout des 9 mois ou avant, si jamais la personne est en capacité de rentrer à 24 heures, par exemple, sur le chantier. Voilà.
Merci. On peut Oui. être en phase de remobilisation à 24 heures, c'est pas un problème en fonction de ce qu'on a pu discuter, Mm. échanger, le diagnostic qu'on a pu faire avec les personnes. Mais effectivement, ça signe pas la fin. Mhm. Alors, une autre question. Est-ce que O2R prévoit un temps précis d'accompagnement de remobilisation ou est-il défini individuellement suite à un diagnostic social? Celui-ci est-il prévu de façon hebdomadaire ou mensuelle? C'est effectivement suite à un diagnostic, on définit les phases Mm. avec la personne, hein. On estime qu'il est prêt, mais lui aussi nous dit s'il est prêt à pouvoir passer à l'étape suivante. Mais la question de la remobilisation dans le projet O2R, elle n'est pas clairement définie. C'est aux opérateurs enfin, c'est à nous de voir comment on avance avec nos publics. Mhm. Est-ce que Quentin, Mhm. Rado, c'est la même Ouais. chose? Oui, alors bah, du coup, dans le cadre de PHC, il y a ce schéma général de 1 an d'accompagnement. Mais après, bah, c'est du cas par cas sur PHC, donc on adapte l'accompagnement des personnes en fonction de ce qu'elles sont en capacité de faire ou non. Et, euh, et cette adaptation, elle est à la fois sur le nombre d'heures réalisées par semaine, qui peut être modifié au bout de 1 mois, mais aussi sur les durées de contrat au sein des chantiers, parce qu'on n'est pas sur un CDDI du coup classique avec des contrats qui peuvent être de 6 mois ou plus. On est plutôt sur des contrats de 2 ou 4 mois qui sont renouvelés en fonction de la motivation et du parcours de la personne, ce qui permet vraiment d'adapter le parcours de chaque salarié sur PHC. Alors, on va arriver là bientôt au terme du webinaire. Peut-être une ou deux dernières questions pendant que vous avez la parole, Quentin. Que diriez-vous que ce positionnement en fait des CAE dans les parcours de repérage remobilisation, qu'est-ce que ça apporte à l'accompagnement vers l'emploi des personnes et est-ce que ça modifie en fait les dynamiques partenariales à votre du haut de l'expérience que vous avez? Euh, alors, moi, je dirais que un premier élément qui est intéressant avec PHC, c'est que ça apporte en fait un nouveau positionnement au sein des chantiers d'insertion, notamment du fait de l'embauche d'un éducateur socio-professionnel, qui n'est pas un poste forcément habituel sur des chantiers d'insertion entre guillemets Ouais. classiques. Et du coup, ça permet quand même de faire bouger les pratiques au sein du chantier. C'est quelque chose qui permet de faire évoluer certaines choses dans l'accompagnement des personnes. Et de manière plus générale, ça permet aussi aux chantiers d'insertion de se frotter aux problématiques des grands exclus en y étant confrontés plus qu'habituellement, puisque bien sûr, les chantiers d'insertion sont confrontés aux problématiques d'exclusion, mais avec PHC, ça s'adresse vraiment à un public qui, d'habitude, ne peut pas passer les portes d'un chantier d'insertion. Et, euh, et en fait, ça permet du coup aussi une nouvelle dynamique. Le projet, il vient souvent renforcer le projet associatif des structures parce que ça permet de revenir en quelque sorte euh, au cœur des projets des chantiers d'insertion, qui est d'accueillir les publics les plus précaires. Donc ça peut être porteur d'une dynamique fédératrice au sein des chantiers. Et dans le cas où, si on essaie de prendre un peu plus largement sur les territoires où ça fonctionne très bien, c'est aussi intéressant de voir les dynamiques que ça peut créer entre les chantiers d'insertion, parce qu'il y a un enjeu important de suite de parcours pour les salariés PHC, etc. Merci Quentin. Manon, Quentin, vous diriez quoi par rapport aux apports de cette nouvelle articulation-là sur l'accompagnement et les dynamiques de Ouais. coopération? Bon, on va dire un peu la même chose, hein. Je pense que pour la CIP, permettre déjà d'avoir un nouveau regard sur ces publics-là, hein. C'est des publics qui, effectivement, ne rentraient pas en chantier d'insertion auparavant. Et pour ceux qui y rentraient, étaient source de problématiques importantes. Donc là, ils ont un autre regard. C'est une expérimentation et c'est des choses qu'on s'était déjà dit sur le RPE avant. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est plutôt positif pour l'association, mais aussi pour les encadrants, enfin pour la direction, mais pour les encadrants, pour un peu tout le monde. Voilà. Après. Mm. Mm. Merci. Et enfin, pour terminer, Hélène, euh, comment est-ce que ce qui se passe dans les projets O2R là, et de cette articulation avec les CAE, comment est-ce que ça vous les portez au sein du réseau? Est-ce que vous avez envie que ça génère de nouvelles idées, de nouvelles synergies? Est-ce que c'est quoi l'intention? Est-ce que
puis comment vous créez une connaissance partagée au sein justement du réseau autour de ce qui se passe sur les projets O2R. Ouais. Nous, on l'a pas pensé pour les structures d'insertion adhérentes, on l'a pensé plutôt par rapport au public. Mhm. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas dans l'idée forcément de diffuser. L'avantage, c'est qu'au niveau du réseau, on a rencontré un certain nombre de partenaires, on en connaissait déjà, mais des nouveaux. Oui. Et ça, c'est une information qu'on peut relayer aux structures d'insertion Mhm. avec des nouveaux acteurs avec lesquels ils peuvent travailler. Euh, mais sinon, on n'avait pas vocation plus loin à changer les pratiques des structures d'insertion. Voilà, on peut répondre, on peut être un débouché au niveau de 2R pour les publics qui ne peuvent pas accompagner. On peut leur amener des personnes derrière qui pourront travailler sur les chantiers. Mais voilà, l'idée, ce n'était pas de généraliser ce qu'on peut faire au niveau du réseau à l'ensemble des structures adhérentes du réseau. Je vous remercie tous les six d'avoir répondu aux questions. On est dans le timing, donc on est assez fort. Du coup, je vous remercie à vous aussi d'avoir participé, d'avoir assisté au webinaire, d'avoir posé des questions. Je vous retrouve pour un prochain numéro de carnet de projet, ce sera certainement en octobre. Et n'hésitez pas pour les porteurs O2R à venir vers moi et à m'apporter de nouvelles thématiques et des idées que l'on puisse porter, relayer dans le cadre de ces animations. Merci à toutes et tous et puis je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.